conclura d'ailleurs là-dessus. Abdelghani? À vrai dire, ce n'est pas une question, c'est un ensemble de questionnements à moi-même autant qu'à M. D'abord, votre discours, globalement, je sais. Je suis déjà aperçu par mes congénères musulmans comme un normalisateur. Mais ce qui me dérange, c'est votre condamnation sans appel du projet Al-Adha. À mon sens, le projet Al-Adha, ce n'est pas un cours d'histoire qu'on va donner à des populations hautes, musulmanes ou maghrébines, mais c'est une réintroduction. C'est un pas, une démarche vers une redécouverte des uns des autres. Vous savez, au Maroc, en 1956, à la veille de l'indépendance, population 6,5 millions d'habitants, 1 million de juifs. Aujourd'hui, 37 millions de Marocains, 3 000 juifs. Vous voyez, à travers ces deux chiffres, indépendamment de la conjoncture, mesurer l'écart de cette pesée et qui fait que, effectivement, on ignore tout aujourd'hui de l'Holocauste. Parce qu'il n'y a plus personne pour nous en parler à l'école, le voisin, la voisine, pour expliquer ce que c'est, pour apprendre à continuer à cohabiter au nom d'une histoire vieille de plus de 5000 ans selon certains auteurs, 2000 selon d'autres. Et donc, c'est cette réintroduction beaucoup plus qu'un cours d'histoire que représente le projet à l'autre. Autre élément, au Maroc aussi, il y a une minorité qui se penche sur l'histoire commune, de mettre à plat ces contentieux, y compris, c'est un historien comme vous avez dû relever, le fait que les souffrances du peuple juif, du segment juif de la population marocaine, n'étaient pas pires que celles du segment berbère ou arabe. On était dans un régime féodal qui s'est poursuivi jusqu'en 1912, la féodalité au Maroc. Et les exactions du régime, des sultans, étaient pareilles pour les musulmans, pour les arabes, pour les juifs. Il n'y avait pas d'alliance d'affaires ou d'alliance musulmane pour en témoigner ou pour mander des missions qui élevaient ensuite des protestations. C'est peut-être seulement pour ça que ces souffrances, la souffrance des autres, sans comptabilité de la souffrance, je souscris entièrement à que ces souffrances sont moins connues. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on considère à un moment ou à un autre que les juifs marocains de cette période aient été autre chose que des Marocains, ou qu'ils aient eu le privilège de la souffrance. Ce n'est pas de cette manière qu'on va réécrire notre histoire commune et qu'on va, comme le souhaite le projet Al-Adha, aller vers là. Donc c'était ces remarques-là, j'aimerais avoir votre sentiment sur ma façon de voir. C'est un projet pour... Oui. Alors deux choses, vous intervenez sur deux points précis qui me tiennent à cœur. Le premier, non, je ne condamne pas sans appel le projet Al-Adha. J'ai dit qu'il y avait énormément de choses positives, enfin des choses positives, pas énormément, des choses positives, et entre autres le fait de réintroduire au moins la dimension juive dans des pays où elle a disparu et où les jeunes générations ne savent plus du tout ce qu'est un juif. Parfaitement juste. Je dis simplement que le projet Al-Adha ne doit pas être payé par l'occultation de l'histoire des juifs d'Orient arabe. Je ne parle pas des pays musulmans non arabes. Pour l'instant, je ne parle que des pays arabes. Elle ne doit pas être payée par ce prix-là, et elle ne doit surtout pas être payée par ce que j'ai entendu de la bouche des initiateurs du projet Al-Adha en France, à savoir que dans le monde arabe, globalement, entre juifs et arabes, c'était toujours l'idylle. C'est faux, vous le savez très bien, puisque vous parlez de l'élément berbère. C'est tout ce que je dis. On ne peut pas payer cela, on ne peut pas faire passer le message de la Shoah à ce prix-là. Bon. D'autre part, le deuxième inconvénient du projet Al-Adha, je le souligne, c'est qu'il tend à donner finalement du poids à un certain nombre de thèses arabes qui sont des thèses dangereuses, à savoir que l'État d'Israël est donc né de la Shoah comme un État offert en compensation à un peuple faible qui a beaucoup souffert. Non, l'État d'Israël est né du sionisme,
d'un projet légitime dont on n'a pas à rougir, qui est un projet national de décolonisation du sujet juif. Vous qui êtes berbère, vous comprenez très bien ce que je dis quand je dis projet de décolonisation du sujet. Nous, juifs marocains, je suis juif marocain. J'estime, même si je suis né au Maroc et l'ai quitté très jeune, que comme beaucoup d'autres, comme mes parents, comme beaucoup d'autres juifs libyens, juifs irakiens et d'autres, nous avons vécu une situation de colonisé par rapport au monde arabe, qui nous a opprimés dans toutes les dimensions possibles. Vous aussi berbère, vous l'avez été, et vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Vous n'avez pas été diminué. Mais, alors voilà mes remarques sur le projet Aladin. Voilà ce qui vraiment me freine. Non, je ne veux pas qu'on légitime la naissance d'Israël à la Shoah. Non, je ne veux pas qu'on fasse l'impasse sur notre histoire. Et oui, j'aimerais bien que le projet Aladin dise aussi pourquoi nous avons été exclus des pays arabes. Je n'ai pas dit expulsés, exclus. Par exemple, du Maroc, vous avez dit, nous étions 300 000, vous savez. En 1945, entre 250 000 et 300 000. Aujourd'hui, 3 000. Pourquoi sont-ils partis? En Libye, ils étaient 80 000, il n'y en a plus. En Égypte, il n'y en a plus. Je vais arrêter la liste, tout le monde la connaît, vous le savez très bien. Pourquoi sont-ils partis? Par un effet du Seigneur? Une parole magique comme ça qui les a fait partir vers Eretz Israël, vers la Palestine. Vous savez que les 3/4 d'entre eux sont en Israël. Bon. Où ils ont été intégrés sans $1 d'assistance de l'ONU. $1. L'État d'Israël a pris, les communautés juives du monde entier ont pris en charge l'intégration de 750 000 des pays arabes. Donc, j'aimerais qu'on dise ce qui s'est passé, pourquoi a-t-on été exclus. C'est tout, sans faire dans le misérabilisme. Concernant les Berbères, je vous suis tout à fait. Et l'histoire de la nation berbère, et en particulier en Algérie aujourd'hui, c'est une histoire tragique vis-à-vis du pouvoir arabe qui est un pouvoir d'oppresseur. On a bien vu les émeutes berbères de Tizi Ouzou, en Kabylie, etc. Bon. Mais il y a une différence, c'est tout. Et il y a même une double différence. Une qui va dans votre sens, une qui va dans mon sens. Et en même temps, on va se rejoindre. Je vais vous dire pourquoi. La première, c'est que malgré tout, un berbère est un musulman. Et il n'est pas un dhimmi. Bon, je comprends ce que vous voulez dire. C'est un islam, effectivement, si peu rigoriste, je vous l'accorde. Mais au regard de la loi coranique, il est musulman. Donc au regard de la justice du sultan, il est musulman et la parole d'un juif au regard de la justice du sultan, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, ne vaut rien. Rien. Le témoignage d'un juif ne vaut rien devant la justice musulmane. Donc un juif peut être victime d'une agression, il peut vouloir témoigner, d'autres peuvent témoigner en sa faveur, ça ne vaut rien. C'est tout. Ça, c'est l'arbitraire le plus total. Un berbère, qu'on le veuille ou non, malgré tout, est un musulman. Sur ce plan-là, il échappe à l'arbitraire le plus complet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point où là, j'apporte de l'eau à votre moulin, c'est ceci. Quand au XIXe siècle, mais pas avant, à partir en gros des années 1850, les puissances européennes pénètrent au Maroc, établissent des ponts du côté des Saouira, du côté de Tanger, de Tétouan, etc., de ce qui va devenir la percée coloniale franco-espagnole, etc. Enfin bref, il y a beaucoup d'ambition. Alors là, oui, effectivement, les consuls européens jouent un rôle de parapluie pour les Juifs. En revanche, les Berbères, eux, sont protégés par qui? Par personne. Là, je vous l'accorde tout à fait. Les Berbères, eux, sont totalement démunis devant l'arbitraire arabe. Les Juifs, beaucoup moins. Mais ça n'est que dans la dernière période de la présence juive au Maroc. C'est tout. Mais ça reste à étudier par elle. Oui, bien sûr, je vous l'accorde. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de concurrence victimaire. Non, non, non. Mais le mystère est là. Quand un peuple tout entier, qui est totalement arabe... Je fais référence à votre parabole de la photographie. Sur cette question, je pense qu'on doit ouvrir le grand angle. Absolument. Et pas l'instantané. Mais c'est un travail qui reste à faire. Et donc, toute position tranchée jusqu'à présent informée me dérange profondément. Je comprends. Pas comme musulman, comme marocain. C'est-à-dire comme légal d'un juif, d'un berbère ou d'un arabe. De la même façon, moi, par exemple, en France, quand je lis les positions d'un Shmuel Trigano sur l'exclusion des juifs des pays arabes qui décrit la position des juifs en terre arabe comme un enfer, je ne le suis pas. Non, c'est pas un enfer. C'est d'autant moins un enfer que moi je constate que les juifs des pays arabes, du Maroc en particulier, ou de l'Irak ou du Yémen, sont les plus arabisés du monde. Que la fine fleur de la littérature arabe irakienne en 1930 est juive. Que la langue maternelle de mon père c'était l'arabe et qu'il avait un véritable bonheur à parler l'arabe et qu'il se sentait rien d'autre que juif arabisé, effectivement. Donc la vraie question elle est là, pourquoi des communautés aussi enracinées ont-elles disparu en moins de 25 ans? C'est ça la question politique. Elles ne voulaient pas partir.
Profondément, elles ne voulaient pas partir, elles auraient bien aimé rester si ce pays leur avait fait une place, si le nationalisme arabe leur avait fait une place. Vous le savez très bien, aucune place n'était possible pour les Juifs.